Les Américains font la sourde oreille, les Anglais, qui sont dans une situation eux aussi complètement de domestique vis-à-vis des Américains, font également la sourde oreille, et De Gaulle entame dès 1959 la sortie de l'OTAN. Ça commence par les forces de Méditerranée, ensuite c'est la première bombe nucléaire qui explose au Sahara en 1960, et puis ensuite on dit aux Américains qu'il faut maintenant qu'ils plient leurs bagages, et surtout qu'ils déménagent leur base. Et leur base, c'est pas seulement 100 000 soldats américains sur le sol français, c'est 200 à 300 000 personnes civiles qui travaillent avec eux, etc., dans de véritables enclaves. Un très grand géologue français qui s'appelait Conrad Killian, qui, depuis l'avant-guerre, prétendait qu'il y avait du pétrole à Hassim et Saoud. Ils l'ont fait assassiner, vraisemblablement. Il y a toutes les chances qu'il ait été assassiné, en tout cas, je dirais par les anglo-saxons, ou les anglais, ou les américains, en termes d'occupation, et notamment tout de suite après la guerre, après le départ du général en janvier 1946, nous avons été pratiquement... Monsieur Branca, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, après des études d'histoire, vous commencez votre carrière comme journaliste politique, avant de vous consacrer à l'étude de livres politiques, puis dans un second temps de livres d'histoire du XXe siècle. Est-ce qu'il y a une raison profonde qui gouverne à ce changement d'orientation ? Oui, la raison profonde, c'est que le journalisme a changé en 30 ans, parce que ça fait plus de 35 ans, presque 40, que j'ai commencé ce métier. Il a changé, il est devenu factuel, il est devenu superficiel, et l'histoire m'a semblé être un moyen de corriger ce défaut. Donc quand je suis entré à Valeurs Actuelles, qui était un grand journal politique il y a 40 ans maintenant, j'y suis resté 35, j'étais dans une ambiance où je me sentais tout à fait à l'aise, où on faisait du vrai journalisme, où on s'intéressait aux causes profondes, etc. Et ça correspondait tout à fait à ma formation d'historien. Et le temps passant, je me suis aperçu qu'en fait, les gens demandaient moins d'études fouillées, etc., et qu'ils s'intéressaient à l'écume des choses, et moi ça m'intéressait moins. Donc la vie politique m'a profondément déçu, surtout après Maastricht et après la manière dont le débat politique s'est rétréci, si vous voulez, et donc je me suis dit qu'il valait mieux revenir à mes amours premières qui étaient l'histoire, et c'est ce que j'ai fait quand le journal a été racheté il y a quelques années. Je l'ai quitté et je suis revenu à l'histoire. Voilà, en 2 mots, mon itinéraire. D'accord, bien. Alors, j'ai trouvé votre ouvrage L'ami américain fascinant. J'ai découvert une mine d'informations qui, en somme, produit une analyse précise et documentée d'un pan méconnu de l'histoire de France. Par exemple, j'étais persuadé, jusqu'à la lecture de votre ouvrage, que la France était vite redevenue une grande puissance souveraine et indépendante après la Seconde Guerre mondiale. Or, votre livre m'a laissé l'impression d'une France sous occupation culturelle, économique, politique et même militaire américaine, d'où seul le général de Gaulle avait œuvré pour lui rendre sa liberté. Est-ce que c'était bien d'occupation dont il s'agissait ? Ah, mais vous pouvez tout à fait employer le terme d'occupation, et notamment tout de suite après la guerre, après le départ du général en janvier 1946, nous avons été pratiquement sous occupation militaire américaine. D'abord, en 1944, vous savez que l'un des hauts faits du général de Gaulle, ça a été d'éviter une seconde occupation américaine par le biais de l'AMGOT, qui était l'occupation militaire des territoires occupés. Territoires occupés, s'agissant de la France, c'est quand même énorme, n'est-ce pas ? Puisque ça voulait dire qu'on était traités comme l'étaient les Allemands ou les Italiens, qui étaient nos adversaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc De Gaulle nous a évité ça, puis quand il est parti, nous avons été donc intégrés dans l'OTAN dès sa création en 1949. Nous avons eu des bases américaines absolument partout jusqu'à ce que De Gaulle leur demande de s'en aller en 1966. Et vous avez raison de dire que De Gaulle a été, je dirais, plus qu'une exception, une parenthèse historique. Parce que de 58, je dirais, allez, à 74, parce que De Gaulle part en 69, et il y a ensuite Pompidou
qui fait un septennat interrompu, qui est en fait un quinquennat, et jusqu'en 74, l'héritage est à peu près maintenu en matière de politique étrangère. Mais à partir de 74, on réintègre, je dirais, non pas l'OTAN encore, hein, il a fallu attendre Sarkozy pour ça, mais nous réintégrons une logique qui était celle de la 4e République, où nous avions une position quasiment ancillaire vis-à-vis de la puissance américaine. Et donc vraiment, De Gaulle a été une parenthèse. La construction européenne, telle qu'elle est envisagée par Jean Monnet et Robert Schuman sous la 4e République, met la France dans une situation de sujétion vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis de la supranationalité européenne. Et puis, De Gaulle ne dénonce pas le traité de Rome quand il revient au pouvoir, il l'utilise parce qu'il considère qu'on peut lui imposer une lecture qui n'est pas supranationale, il s'en sert pour moderniser l'économie française, il considère que la concurrence est une bonne chose dans un cadre qui est celui de l'Europe de l'époque de 6 membres, et dans un cadre de protection des frontières extérieures européennes, donc il a une lecture qui est une lecture confédérale de l'Europe. Mais dès 1974, dès l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, qui était un fidèle de Jean Monnet, l'Europe redevient une sorte de protectorat américain, jusqu'à la réintégration finale dans l'OTAN sous les espèces du sarkozysme. C'est triste. Novo. 5 ekskluzivnih istorijskih knjiga sa popustom od 40%. Prva knjiga. Miloslav Samardžić. Kako i zašto se krije istina o zločinima komunista? Zašto srpska vojska 1918. nije ubila nikoga zbog kolaboracije, a komunisti su, navodno zbog kolaboracije, ubili preko 100.000 Srba? Druga knjiga. Zabranjeni očevi u ispovestima svoje dece. U knjizi govore deca đenerala Draže, Dragutina Keserovića, Nikole Kalabića, Pavla Đurišića, Vučka Ignjatovića i drugih komandanata. Treća knjiga. Miloslav Samardžić. Bitka na Neretvi. Demistifikacija. Šta se zaista dešavalo u dolini reke Neretve? Četvrta knjiga. Igor Ivanović. Tajna Dražinog groba. Autor sistematski demantuje verzije UDBE i ukazuje na pravi trag. Peta knjiga. Radomir Petrović Kent. Četnici istočne Srbije. Knjiga čuvenog komandanta prve boljevačke brigade Timočkog korpusa. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 3.600 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Alors j'ai découvert avec stupeur dans votre ouvrage que les États-Unis, alors qu'ils étaient en guerre contre l'Axe, ont activement soutenu le régime de Vichy, au moins jusqu'au débarquement en Afrique du Nord de novembre 1942. Pouvez-vous nous expliquer le contexte et comment ce phénomène paradoxal a pu survenir? Alors on en parle effectivement rarement, mais c'est un fait absolument établi. Vous savez que Roosevelt écrivait au maréchal Pétain, il commençait ses lettres par « mon cher grand et vieil ami ». Bon, pourquoi ils ont fait ça? N'étaient pas pétinistes ces Américains. Roosevelt n'avait aucune sympathie particulière pour le régime de Vichy, bien que il avait beaucoup d'amis en France, et notamment le gendre de Pierre Laval, qui était un descendant de Lafayette, et qui était très proche des Américains, et qui a été un canal permanent entre Roosevelt et Pétain, au moins jusqu'en 1942. Mais cette exception, bon, c'est de la petite histoire, mais ça explique beaucoup de choses. Mais ça n'est évidemment pas une admiration pour Vichy, c'est simplement le fait que la France était devenue à ce moment-là un objet passif de la vie internationale, la France n'existait plus, et comme la nature a horreur du vide, la politique aussi, la politique américaine encore plus, et il voulait prendre notre place dans ce qui était le principal atout économique de la France à ce moment-là, qui était son empire. Et donc, dès 1940, tout de suite, après l'armistice de 1940, les Américains ont scellé une alliance économique avec Vichy pour prendre pied dans l'Empire français, pour prendre pied en Afrique du Nord. Et il y a des accords économiques qui sont scellés entre Murphy, qui était le consul américain en Afrique du Nord, française, et le général Weygand. Et ces accords étaient des accords économiques,
C'est-à-dire que d'un côté, les Américains aidaient Vichy à se ravitailler, etc. Et puis, ils prenaient pied dans l'Empire français. Et selon le vieux principe américain de la porte ouverte, et puis avec le débarquement américain en Afrique du Nord en 1942, alors là, ça devient systématique, et les accords sont reconduits, cette fois avec l'amiral Darlan, et puis avec le général Giraud. Et De Gaulle, évidemment, s'y opposait. Alors, évidemment, les rapports vont, après le débarquement allié en Afrique du Nord, vont un peu se distendre. Mais pas tous les liens, puisqu'il faut savoir que jusqu'à la libération de Paris, c'est-à-dire en août 1944, Roosevelt avait comploté avec Pierre Laval, qui était quand même le numéro 2 du régime de Vichy, le grand maître de la déportation des Juifs, etc. Bon, c'était pas rien, Pierre Laval, c'était le symbole de la collaboration. Eh bien, il complotait avec Laval par l'intermédiaire de l'OSS, c'est-à-dire l'ancêtre de la CIA qui était installé à ce moment-là à Berne, le bureau européen de la CIA était à Berne, et donc ils avaient mis au point une espèce de plan pour couper l'herbe sous le pied de De Gaulle, et pour faire qu'avant même que De Gaulle revienne à Paris, qui ne voulait pas libérer immédiatement, les Américains voulaient contourner Paris. Ça c'est une autre affaire encore. Mais ils avaient donc un plan qui consistait à rappeler les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, qui avaient été congédiées par Vichy en juillet 40, faire en sorte que Laval les réunisse une première fois depuis 4 ans, reproclame la République, et qu'un gouvernement transitoire, qui n'aurait été que transitoire, mais enfin, qui aurait été encore présidé par Pierre Laval, empêche De Gaulle de revenir et de prendre le pouvoir comme il l'a fait. Donc, vous voyez, les rapports ont continué presque jusqu'à la libération de Paris. Pourquoi ? Parce que c'était quand même très facile de contrôler des gens qui, pendant 4 ans, avaient collaboré et qui avaient beaucoup à se faire pardonner. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les Américains ont récupéré beaucoup d'anciens nazis à partir de 1945, la fameuse opération Paperclip, etc., parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient contrôler ces gens. Et donc, contrôler la politique européenne en utilisant des gens qui, finalement, étaient habitués à obéir. Et puis surtout qu'ils n'auraient pas levé le petit doigt, faute de quoi on leur aurait rappelé ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Donc ça n'était pas du tout chez les Américains, ce soutien à Vichy, une adhésion formelle, bien sûr que non, mais c'était le moyen de prendre le contrôle de la France via des gens qui étaient habitués à collaborer et à obéir. Alors, au contraire des Américains soutenant Vichy, le général de Gaulle décerne en 1943 la Croix de guerre 1939 au général Mikhailovitch, qui lutte contre les nazis et le cite à l'ordre de l'armée, en le qualifiant de héros légendaire. J'ai parcouru rapidement sur Internet la liste des titulaires de cette décoration, et je remarque que peu nombreux sont les étrangers à l'avoir reçu. Savez-vous ce qui a décidé le général de Gaulle à distinguer le général Mikhailovitch, alors que celui-ci était sur le point d'être traîtreusement lâché par les anglo-saxons, au profit des partisans communistes de Tito ? Alors, De Gaulle a eu d'emblée une grande admiration pour Mikhailovitch, il l'appelait d'ailleurs le De Gaulle serbe, parce qu'il considérait que son entrée en résistance immédiatement, quand les Allemands envahissent la Yougoslavie au printemps 1941, son entrée en résistance immédiate, contrairement à Tito qui attend que l'Union soviétique soit envahie pour entrer en résistance, c'était un peu le pendant du 18 juin. Et puis surtout, il admirait chez Mikhailovitch la volonté de résister sans entrer sous le joug d'une puissance étrangère, qui était l'URSS. Lui-même a résisté en refusant d'être une légion au service des Britanniques et a fortiori au service des Américains, ce que les Alliés auraient beaucoup aimé qu'il soit. Et alors, pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu très peu de croix de la libération remises à des étrangers. Il y a eu Churchill, bien sûr, parce qu'il avait quand même joué un rôle absolument essentiel. Sans Churchill, il n'y aurait pas eu de France libre. Il ne faut jamais l'oublier, même s'il n'a pas été
toujours très loyal avec De Gaulle. De Gaulle lui devait son émergence politique, et ça il l'a jamais oublié. Hein. C'est pas les Américains qui auraient accueilli un gouvernement provisoire à New York. Hein. Ils n'auraient accueilli que des gens à leur service. Et Churchill, malgré beaucoup de rage entre les deux hommes, a joué le jeu. Et ça a été le seul, effectivement, avec Mihailović. Je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Alors vous écrivez que la Troisième République s'est autodissoute à Vichy pour offrir le pouvoir à un régime placé sous le contrôle de l'ennemi. Est-ce à dire qu'à partir de juillet 1940, la France, en tant qu'institution politique, cesse d'exister et qu'elle n'est plus en pratique que sous occupation ennemie? Et alors comment comprendre que les Américains ne la considèrent pas comme telle à la fin de la guerre et souhaitent la soumettre par l'âme-goth? C'est un peu la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils avaient sous la main une administration. Et cette administration, elle fonctionnait. L'administration de Vichy fonctionnait, seulement ça n'était pas un État. C'est une question de philosophie politique. Un État qui n'est pas libre n'est pas légitime. Il peut être légal, Vichy était légal, mais n'était pas légitime, puisqu'il était au service de l'ennemi. Vous savez, le 18 juin, c'est un acte très fort, symbolique, mais c'est un acte de philosophie politique. Il n'y a de légitimité que lorsque l'État a les mains libres, quand l'État est souverain. C'est pour ça qu'avant de faire le 18 juin, quand il est encore dans le gouvernement de Paul Reynaud, De Gaulle plaide pour le transport des pouvoirs publics, le transfert des pouvoirs publics en Afrique du Nord, dans un territoire français libre, qui ne légifère pas sous l'autorité de l'ennemi. Les Américains étaient tout à fait prêts, quand ils débarquent avec, je le rappelle, une fausse monnaie, un franc d'occupation, qui s'appelait une monnaie drapeau, le franc drapeau on l'appelait, qui avait été imprimé, qui était d'ailleurs moins coté que le marque allemand, c'est-à-dire tout à fait extraordinaire. Bon, ils arrivent avec ça, puis avec des gens qui ont été formés aux États-Unis et en Grande-Bretagne, dans des centres spéciaux pour administrer la France occupée. Et De Gaulle, lui, nomme des commissaires de la République, des préfets, dont le rôle est évidemment de remplacer les préfets de Vichy, mais de prendre la place des administrateurs américains qui, eux, étaient prêts à travailler avec les préfets de Vichy. Et donc ça a été une course de vitesse qui s'est réglée sur le fil, presque in extremis, dans les 10 premiers jours de la libération de la France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains refusent que De Gaulle mette le pied en France dès le 6 ou le 7 juin. Ils attendent le 14 juin pour le laisser débarquer. Et Leclerc débarque encore après, parce que ils voulaient, sur la tête de Pont-Normande, et notamment à Bayeux, installer un préfet, enfin garder le préfet de Vichy, ou peut-être le changer, on ne sait pas, mais installer un administrateur américain. Et donc De Gaulle a lancé, grâce à la résistance, qui se préparait à ça, a lancé une course de vitesse et l'a gagnée. Mais s'il n'y avait pas eu un préfet, un commissaire de la République français à Bayeux, il est possible que le préfet de Vichy soit resté assisté sous les ordres d'un Américain, d'un administrateur américain qui lui aurait donné des ordres comme les Allemands lui donnaient des ordres auparavant. Oui. Alors, en Yougoslavie, comme vous le savez, la fin de la guerre a en pratique été une occupation qui a succédé à une autre. Concrètement, les communistes sont installés au pouvoir à Belgrade avec le soutien des Anglo-Américains et sur le terrain par l'invasion de l'armée rouge en octobre 1944. Alors qu'en France, les leaders communistes français ont tout fait pour apparaître aux côtés des vainqueurs gaullistes. Y avait-il un risque réel dans cette période très instable que les communistes établissent une sorte de république soviétique française? Alors, le risque existait à Paris qu'il y ait une sorte de commune de Paris qui aurait revendiqué le pouvoir. Mais on n'a pas de certitude sur les plans qui étaient ceux de Staline. Je crois que Staline ne comptait pas... si ça s'était passé, il est possible que Staline les aurait reconnus. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de risque majeur comme en Europe de l'Est, parce que en Europe de l'Est, qu'est-ce qui s'est passé? Les communistes se sont installés parce que l'armée rouge était là. Mais sans armée rouge comme soutien, je pense que ça aurait été très difficile pour les communistes. Néanmoins, il y avait un risque. Et vous savez que lorsque Leclerc arrive à Paris, d'abord, il arrive à Paris sans ordre américain. C'est De Gaulle qui lui dit « vous foncez ». Et Eisenhower qui ferme les yeux.
Mais Roosevelt ne voulait pas libérer Paris. Il voulait contourner Paris par les côtes de la Manche et de la mer du Nord pour arriver à temps sur les bases, pour prendre les bases de V1 et de V2, qui étaient installées sur les côtes, sur le littoral atlantique et qui menaçaient Londres et éventuellement la tête de pont américaine. Et De Gaulle y a vu un énorme inconvénient. C'est que Paris, qui s'était soulevé dès la fin juillet 1944, d'abord soit écrasé, comme l'a été les Varsovie, pratiquement au même moment, avec les soviétiques qui ont laissé faire l'écrasement de Varsovie pour ensuite pouvoir imposer leur gouvernement. Et donc De Gaulle craignait ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il craignait beaucoup que les communistes prenant le pouvoir à Paris, qui avaient déclenché l'insurrection, auquel De Gaulle a rendu hommage, parce que c'est eux qui ont déclenché l'insurrection très courageusement. Rol-Tanguy, ces gens n'étaient pas des dégonflés, incontestablement, et c'est vraiment eux qui ont été le fer de lance de l'insurrection parisienne. Mais ils craignaient qu'on proclame une commune de Paris. Et il a été extrêmement furieux. Contre Leclerc, il avait une grande amitié pour Leclerc, il l'embrassait. De Gaulle n'embrassait pas grand monde. Alors s'il embrassait Leclerc, c'est dire combien il l'admirait. Mais il s'est mis en colère contre lui quand Rol-Tanguy a signé l'acte de capitulation de Soltitz. Parce qu'il a dit, Rol-Tanguy, auquel il a rendu hommage, etc., n'a pas signé l'acte de capitulation. Parce que c'est à vous, Leclerc, de signer l'acte de capitulation, parce que vous êtes mon représentant, vous êtes un militaire, mais voilà. Et c'était symbolique, parce qu'il se disait, si les communistes signent l'acte de reddition de Soltitz, ils s'arrogent une importance presque gouvernementale. Et ça, ils ne le voulaient pas. Ça, ils ne le voulaient pas, et les communistes auraient voulu qu'ils proclament la République. Et De Gaulle dit, mais je n'ai pas besoin de proclamer la République. La République a été suspendue par Vichy, mais elle a continué à Londres, à Alger, où il y avait un gouvernement provisoire, le comité français de libération nationale, puis le gouvernement provisoire. Donc, la République a continué légitimement sous les espèces de la France libre. Il n'y a pas à la proclamer à nouveau. Donc, il se méfiait d'une tentative communiste. Mais je pense très franchement qu'il savait qu'il n'y avait pas de risque. D'abord parce que les Américains ne l'auraient certainement pas laissé faire, et pour qu'il y ait un risque, il aurait fallu que l'armée rouge soit là, elle n'était pas là. Voilà. Il a soupçonné les communistes d'avoir tiré sur les toits. Vous savez, lorsqu'ils rentrent à Notre-Dame pour le fameux Te Deum, il y a des tirs sur les toits. Et on dit c'est des irrédentistes de la collaboration, etc. Les irrédentistes de la collaboration, ils avaient pris le chemin de l'Allemagne, ils n'avaient pas grand-chose à attendre d'une action de guérilla à Paris. En revanche, il dit dans sa mémoire, De Gaulle écrit dans ses mémoires, que les communistes avaient intérêt à entretenir une espèce de climat insurrectionnel, parce que l'enjeu c'était de les désarmer. Et De Gaulle voulait désarmer les milices communistes, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait en septembre, un mois après, pour les intégrer dans l'armée. Il ne voulait pas que les FFI restent armés alors qu'il n'y avait plus d'occupation allemande, il voulait qu'ils soient intégrés dans l'armée, et c'est ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas très contents de ça, les communistes, autant vous le dire. Mais ça s'est passé relativement bien, voilà, et ils se sont bien battus. Ça change de la Yougoslavie, en tout cas. Alors, il a été question à la fin de la guerre, dans les coulisses anglo-américaines, d'un redécoupage des frontières en Europe occidentale, et circulait notamment le projet que l'Allemagne puisse cesser d'exister, et qu'au Reich allemand succéderaient plusieurs petites entités étatiques. Est-ce que cette option était vraiment sérieusement envisagée, et pourquoi y avait-on renoncé ? Alors, ça n'a pas été envisagé très longtemps. Ce qui a été envisagé, en revanche, c'est ce qu'on a appelé le plan Morgenthau, qui était une pastoralisation de l'Allemagne. C'est-à-dire que on éradiquait toute l'industrie lourde allemande, et ça devenait même plus une puissance agricole. Ils ne gardaient que de quoi se nourrir. Et donc, même l'Allemagne, dans ces conditions-là, risquait la famine. Le plan Morgenthau était une folie. Churchill s'y est opposé, De Gaulle s'y est opposé, même un homme comme Jean Monnet s'y est opposé, et ça a été abandonné très vite pour une simple raison, c'est que le plan Morgenthau qui a été dévoilé
lors de la réunion de Québec entre les Alliés en septembre 1944, a fuité dans la presse américaine. Les Allemands s'en sont aperçus. Ça a fouetté la résistance allemande qui commençait à faiblir sur le front de l'Ouest comme jamais. Le gendre de Roosevelt, qui était de l'armée américaine, a même dit à son beau-père il faut abandonner ça parce que dès que ça a été annoncé dans la presse allemande, dès que les nazis en ont fait un argument de propagande, c'est comme si 10 divisions avaient surgi de terre, avaient surgi du néant. Ça les a, pardon du terme, mais reboostés comme jamais. Et donc, ça a été assez rapidement abandonné. En revanche, le projet de Roosevelt, ça n'était pas seulement le plan Morgenthau, c'était aussi de redécouper les frontières de l'Ouest européen et singulièrement celle de la France. Et le corollaire de Lamgotte, si l'occupation militaire américaine avait pu s'installer, c'était de retirer à la France une partie de son territoire. C'était d'abord de donner à l'Italie, pour prix de son changement de camp, en 1943, quand Mussolini est déposé, l'Italie change de camp, elle déclare la guerre à l'Allemagne, et donc pour prix de ce changement de camp, on lui aurait donné la rive gauche du Rhône. Donc c'est tout de même une partie importante du territoire. Et puis il avait un autre projet, c'était de créer une espèce d'entité néerlando-belgo-luxembourgeoise, unique, sans demander l'avis aux uns ni aux autres d'ailleurs, et qui aurait empiété sur le territoire français. Et ça sont les Anglais qui ont prévenu De Gaulle, c'est Churchill qui a prévenu De Gaulle de ça, en même temps d'ailleurs que d'autres projets, et Churchill ne l'a pas fait pour les beaux ceux de De Gaulle, mais il l'a prévenu parce que les Anglais avaient aussi le projet de mutualiser les empires existants, de mutualiser l'empire français, l'empire britannique, et de le mettre sous la tutelle de ce qui allait s'appeler l'ONU. Il voulait, en anglais, un International Trusteeship, un condominium international sur les empires coloniaux. Et ça, Churchill n'en voulait pas. Donc il a prévenu De Gaulle en lui disant « Attention, voilà ce qui se trame ». Et du coup, De Gaulle l'a aidé à faire échouer ça. Et d'ailleurs, les Belges n'en voulaient pas non plus, parce qu'il aurait aboli la monarchie belge. Enfin, et donc tout ça a été abandonné. Mais si Lamgotte avait pu se mettre en place, il est certain que ça aurait été le corollaire territorial de Lamgotte. D'accord. Alors, pour passer à l'après-guerre, vous démontrez par le menu que la construction européenne était clairement un projet des États-Unis pour vassaliser l'Europe occidentale dans tous les autres aspects, après l'avoir vassalisée sur le plan militaire avec la création de l'OTAN. On y découvre d'ailleurs que les cadres du parti nazi, ou ayant au moins une étroite proximité avec eux, semblait être la base fondamentale à tous ces projets de superstructure. Alors je savais que des scientifiques allemands avaient été recyclés aux États-Unis, comme par exemple Werner von Braun, concepteur des missiles V2, mais il semblerait que l'unification européenne et l'OTAN s'appuient fortement sur ceux qui étaient l'élite du Troisième Reich. Comment est-ce possible? N'y avait-il pas eu d'épuration en profondeur en Allemagne après la guerre? Il y a eu ce qu'on appelle la dénazification. La dénazification a été une vaste blague, puisqu'il suffisait, pour être dénazifié, de jurer qu'on n'avait plus d'idées nationales-socialistes. Donc, vous avez eu le procès de Nuremberg qui était spectaculaire, avec les principaux survivants du Reich, le gouvernement et la tête de l'armée. Bon. Puis vous avez eu, en fait, il y a eu 8 ou 9 procès de Nuremberg. Vous avez eu le procès des diplomates, le procès des médecins qui avaient fait des expériences épouvantables dans les camps de concentration, le procès des diplomates, etc., dont on a beaucoup moins parlé. La plupart de ces gens-là ont été acquittés, d'ailleurs. À Nuremberg, il y a eu beaucoup de condamnations à mort, mais les procès annexes, dont on parle peu, ont eu des issues assez clémentes. Bon. Mais le pouvoir administratif allemand et surtout le pouvoir militaire est resté intact. Pourquoi? Parce que la guerre froide s'est déclenchée immédiatement après la fin de la guerre chaude, si j'ose dire, et que les Américains voulaient des spécialistes de l'Union soviétique, du monde communiste, parce qu'ils se préparaient à un affrontement, à quelque chose de frontal. Tout le monde pensait à la guerre en 1947-48, même De Gaulle pensait qu'on irait vers une troisième guerre mondiale très, très rapidement. Et les Américains ont fait ni une ni deux, ils ont repris la tête pensante de la Wehrmacht. Je vais vous donner 2 cas.
le général Heusinger, qui était le chef de la planification de la Wehrmacht. Le général Heusinger est l'homme qui a le plus souvent rencontré Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, plus encore que Göring, plus encore que Keitel, plus encore que Jodl, parce que il était le chef de la planification, et donc Hitler faisait, à partir de 41, de l'invasion de l'URSS jusqu'en 45, il faisait 2 briefings par jour. Heusinger était à chacun de ces briefings bi-quotidiens. Bien. Heusinger, non seulement n'a pas été dénazifié, il n'a jamais fait de prison, il n'a pas été cité à Nuremberg, et il est devenu en 1957 le premier chef de la Bundeswehr reconstituée. C'est l'homme qui a vu le plus souvent Hitler pendant la guerre est devenu le chef de la Bundeswehr reconstituée. Bon. Autre exemple, Gehlen, Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen était le chef du renseignement allemand sur le front de l'Est. C'est un homme qui a planifié Barbarossa, l'offensive à l'Est, en sachant parfaitement que cette offensive ne pouvait réussir que dans un cadre d'extermination. Les Allemands étaient inférieurs en nombre, et donc ils ne pouvaient réussir leur guerre éclair qu'en sécurisant leurs arrières. La sécurisation des arrières contre les populations locales, mais ça a créé la Shoah par balle, entre autres. Bon. Et ils savaient que pour pouvoir avancer à toute vitesse vers Moscou, au moment de l'offensive d'été 41, puis pendant l'offensive d'été 1942 vers le Don, vers la Volga, vers Stalingrad, il fallait sécuriser les arrières. Et donc, avant même l'extermination dans les camps, il y a eu l'extermination de ce qu'on appelait la Shoah par balle, qui a touché les Juifs, bien sûr, mais pas seulement eux, toute l'élite des territoires occupés a été décapitée par la SS, mais sous le contrôle de la Wehrmacht. Bon. Et le général Gehlen savait parfaitement que Barbarossa ne pouvait pas fonctionner sans ce corollaire d'extermination. Bien. Eh bien, Gehlen a été imposé au chancelier Adenauer par les Américains comme premier chef du BND, Bundesnachrichtendienst, le service de renseignement allemand, créé en 1954, d'abord sous forme de ce qu'on appelait les réseaux Gehlen, et puis ensuite il est devenu le premier chef du renseignement allemand jusqu'en 1968. Et lui-même n'a même jamais été arrêté, il a été débriefé, comme on dit, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs lui-même qui a organisé sa propre reconversion, puisque dès le printemps de 1945, quand il savait que tout était perdu, il a mis des dizaines de milliers de microfiches, de microfilms qu'il avait constitués sur l'URSS dans des cantines. Il les a livrés aux Américains. 3 avions les ont transportés aux États-Unis pendant l'été de 1945. Les Américains ont découvert ce matériau documentaire absolument exceptionnel sur l'Union soviétique, et il est revenu absolument blanchi, et il a mis au point le fameux réseau Gehlen qui est devenu le BND, ça s'appelle toujours d'ailleurs aujourd'hui le BND, et tout ça s'est fait sous les auspices d'un homme qui, au même titre que Heusinger, au même titre que Keitel, au même titre que Jodl, avait été les grands les chefs d'orchestre des pires atrocités à l'est de l'Europe. Donc il n'y a pas que les savants. Il n'y a pas que les savants. Parce que, si vous voulez, on cite von Braun. Bon, von Braun était un savant, un immense savant qui a inventé les missiles. Mais il n'a pas été... Alors évidemment, on peut dire que il a fait travailler des déportés, qu'il a été à la tête d'un univers concentrationnaire absolument atroce, mais il y avait au-dessus de lui des gens qui avaient planifié les choses de façon encore plus importante et qui n'ont même pas été jugés. Bon, alors, et pour revenir sur l'OTAN, qu'est-ce que recouvre concrètement ce fameux commandement intégré d'où le général de Gaulle a retiré la France, et pourquoi n'est-il pas allé au bout de la logique de l'indépendance et de la souveraineté en se retirant complètement de l'OTAN? Alors, pourquoi? Parce qu'il considérait que l'alliance américaine était tout à fait légitime, parce qu'il fallait
face au pacte de Varsovie, il fallait une alliance, mais il voulait une alliance sur un pied d'égalité. Dès qu'il revient au pouvoir, en juin 1958, son premier acte, c'est d'envoyer un mémorandum, il le fait en septembre, il laisse passer l'été, et il envoie un mémorandum aux Américains ou aux Anglais en disant « on reste dans le comité directeur de l'OTAN, commandement intégré de l'OTAN, mais à condition d'avoir droit de veto. Et si vous ne voulez pas nous donner le droit de veto, on quitte le commandement intégré. C'est-à-dire qu'on reste dans l'alliance, mais on ne participe à des opérations que si nous le voulons bien. Et nous ne voulons pas être entraînés dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Et évidemment, les Américains font la sourde oreille, les Anglais, qui sont dans une situation eux aussi complètement de domestique vis-à-vis des Américains, font également la sourde oreille, et De Gaulle entame dès 1959 la sortie de l'OTAN. Ça commence par les forces de Méditerranée, ensuite c'est la première bombe nucléaire qui explose au Sahara en 1960, et puis ensuite on dit aux Américains qu'il faut maintenant qu'ils plient leurs bagages, et surtout qu'ils déménagent leur base. Et leur base, c'est pas seulement 100 000 soldats américains sur le sol français, c'est 200 à 300 000 personnes civiles qui travaillent avec eux, etc., dans de véritables enclaves territoriales. Et il met tout ce monde-là dehors. Et ça va d'ailleurs avoir une conséquence qu'on connaît peu, mais ça explique beaucoup le fait que De Gaulle ait failli perdre les élections législatives de mars 1967. Parce que tous les territoires où il y avait des enclaves américaines faisaient travailler beaucoup de monde. Et donc, quand notamment les civils américains, pas seulement les militaires, mais les civils qui travaillaient là, à peu près 500 000 de personnes sont partis, ça a été des commerces en moins, etc., une consommation en moins, des entreprises qui ont fermé, et dans ce qu'on appelle maintenant les territoires, je déteste ce mot, mais enfin bon, ça a fait beaucoup, ça a fait un peu de chômage, un peu de manque à gagner pour l'économie locale. Mais, comme vous le rappeliez, on était dans les 30 glorieuses, et ça n'a pas été dramatique, mais beaucoup de députés gaullistes ont été battus en 67 à cause de ça. Et évidemment, pour le plus grand plaisir des Américains, vous l'imaginez. Pourtant, le pacte de Varsovie, c'est après la création de l'OTAN, non? De mémoire. C'est après, oui, mais enfin, il y avait quand même une coalition communiste. Alors toujours à propos de l'OTAN, vous brossez un tableau peu amène du général Pierre-Marie Gallois. Alors, personnellement, j'avais entendu parler de lui à la publication de son livre Le sang du pétrole, tome 1 Bosnie, dans les années 90, au moment où dans l'espace médiatique en Occident, les Serbes étaient diabolisés comme jamais personne avant eux. Et lui démontre factuellement ce qu'on voit aujourd'hui, que l'intervention anglo-saxonne dans les Balkans avait bien un but autre qu'humanitaire. J'en avais une image positive du père de la dissuasion nucléaire française, de la géopolitique française, qui dans mon esprit conforte l'idée de la France indépendante et souveraine, mais pourtant vous semblez ne pas avoir décidé dans votre livre dans quelle catégorie le classer, entre héros national ou prenant un certain parti pris pour les Américains. Pouvez-vous vous rappeler brièvement qui héros national, je pense que lui-même ne se considérait pas comme un héros. Le général Gallois, j'ironise un peu sur son cas. Voilà. Alors je sais que ça va pas faire plaisir à certains Serbes qui se souviennent de son attitude très courageuse au moment de l'agression de la Serbie par l'OTAN, en 1999. Je dirais qu'il a bien fini, le général Gallois. Il a bien évolué. Il est bon. Mais le général Gallois avait un défaut, je suis navré de le dire, c'est qu'il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas, notamment un conseiller très proche du général de Gaulle. Et quand vous regardez de près les sources, vous vous rendez compte qu'en fait, il a rencontré le général de Gaulle 2 fois, en tout et pour tout. Il l'a rencontré avant son retour au pouvoir, et il l'a rencontré ensuite. Il a été, c'est vrai, un de ceux qui ont théorisé la dissuasion, mais il n'y avait pas que lui, il y avait le général Ayret, surtout le général Ayret, le général Poirier, il y en a eu d'autres. Bon. Mais il était extrêmement lié aux Américains, extrêmement lié. Et De Gaulle lui en a voulu, et il faut lire le formidable livre de Perfit. C'était De Gaulle, vous savez que Perfit était le porte-parole du général, et vous voyez De Gaulle 2 fois par semaine. Et De Gaulle lui racontait absolument tout, l'arrière-plan de sa politique, pour que, disait-il,
De Gaulle disait à Perfit, je vous dis le maximum pour que vous puissiez en dire, vous, aux Français, le minimum, mais que vous ne les trompiez pas. Il faut que vous ayez en tête ce que je veux faire. Bon, bref. Et donc Perfit avait des tonnes de notes, et évidemment il en a fait cette trilogie extraordinaire qui s'appelait C'était De Gaulle. Dès qu'il sortait du bureau de Gaulle, il notait absolument tout. Bon. Et j'ai trouvé dans ce livre des choses peu amènes effectivement sur Gallois, qui se faisait passer pour le conseiller de Gaulle, et De Gaulle dit, écoutez, je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu 2 fois. Bon, et surtout, il a fait une chose plus ennuyeuse. Le général Gallois, il a raconté à la presse américaine que, en fait, De Gaulle ne menaçait de quitter le commandement intégré que c'était une posture. Et il ne le faisait que parce que c'était une posture de négociation. Et en gros, il dit, mais il le fera pas. Il le fera pas, il veut que vous le respectiez, etc. Et il dit ça aux Américains. Et j'ai retrouvé tous les articles, notamment dans le Time, etc. Il allait voir beaucoup Kennedy, il allait voir beaucoup Johnson, il allait voir les diplomates américains. Et il disait en gros, De Gaulle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, etc. Et il faut pas le brusquer, mais vous inquiétez pas, il ne quittera pas le commandement intégré de l'OTAN. Et De Gaulle lui en a vraiment voulu pour ça, parce que de quoi se mêle-t-il? Il n'est pas mon porte-parole et il n'est pas autorisé à dire ce qu'il dit. Et à partir de ce moment-là, la dernière fois qu'ils se sont vus, la deuxième fois, c'était extrêmement drôle. Perfit raconte ça. Le général Gallois lui dit, mais mon général, je pourrais vous aider, faire des conférences pour expliquer votre politique, etc. Et De Gaulle lui dit, mais Gallois, vous avez une famille? Et il dit, oui, j'ai une famille. Je dis, eh ben, occupez-vous de votre famille. C'est extrêmement drôle. Voilà, c'est pas très méchant ce que je dis sur Gallois. C'était vraiment, il a été formidable sur l'affaire de la Serbie. Il a été très courageux, etc. Mais c'est quelqu'un qui a mis, je dirais, beaucoup de temps à s'émanciper de l'influence américaine. Voilà, restons-en là. Très bien. Alors, et j'ai aussi vu que les États-Unis avaient construit une base militaire sur une île de la Seine, non loin de Paris, qu'ils ont traité comme territoire américain en France, dans lequel ils pouvaient vivre en autarcie et ne rendre de compte à personne en France. Ça me fait beaucoup penser à la base Bounsteel au Kosovo Metochi, construite juste après l'agression de l'OTAN sur la Serbie en 99. Pouvez-vous nous en dire plus quant au contexte et comment cette confiscation de territoire a pu se faire? Et est-ce que le général de Gaulle avait tenté de s'y opposer? Non, parce qu'il s'y opposait en fermant ses bases, mais quand ça a été décidé, De Gaulle n'était plus au pouvoir. Et alors ça, c'était à Saint-Germain-en-Laye, parce que c'était vraiment la base principale de l'OTAN. Mais toutes les bases américaines, y compris celle d'Évreux, y compris, toutes les bases qui étaient installées sur le territoire français, étaient sous régime extraterritorial. Les Américains, qui ne devaient pas avoir d'ailleurs confiance dans les produits français, avaient leur propre famille mystère, avec leurs produits qui étaient importés des États-Unis, on payait en dollars. C'était vraiment des enclaves extraterritoriales. Il n'y a pas que Saint-Germain. Saint-Germain, c'était la principale. Il y avait 3 ou 4 chain points. Aucun Français ne pouvait y pénétrer. Enfin, c'était vraiment une enclave. Hein. Et donc, De Gaulle y a mis fin dès 66, 67. Les dernières sont parties en 66. Mais il n'y avait pas que Saint-Germain-en-Laye. Elles étaient toutes sous le même régime. Et ça, ils trouvaient ça insupportable. Ils trouvaient ça insupportable. Et c'est le même principe dans les autres pays membres de l'OTAN? Bien sûr. À Ramstein, par exemple, en Allemagne, qui est la principale base d'aviation, dont les Américains sont beaucoup servis pendant la guerre du Vietnam, parce que leurs avions se ravitaillaient là pour repartir ensuite bombarder le Vietnam. C'est exactement la même chose. Elle existe toujours, cette base. Alors, vous apprenez que les États-Unis soutiennent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale la constitution d'une rébellion indépendantiste en Algérie, qui s'appellera par la suite FLN, puis que ces mêmes États-Unis soutiendront quelques années plus tard l'OAS dans la guerre d'Algérie. Quels ont bien pu être les intérêts des États-Unis pour soutenir à quelques années d'intervalle un camp puis son adversaire? Ça prouve que leur pragmatisme est total et que leur but n'était pas d'aider les uns ou les autres, c'était de nuire aux intérêts français. Quel était le plus sûr moyen
de nuire aux intérêts français jusqu'en 1960, c'était effectivement que la France se sépare de l'Algérie, parce qu'ils voulaient récupérer le pétrole algérien. Ils voulaient récupérer le pétrole algérien. Ils ont fait passer pour fou un très grand géologue français qui s'appelait Conrad Killian, qui, depuis l'avant-guerre, prétendait qu'il y avait du pétrole à Hassim et Saoud. Ils l'ont fait assassiner, vraisemblablement. Il y a toutes les chances qu'il ait été assassiné, en tout cas, je dirais par les anglo-saxons, ou les anglais, ou les américains. Et d'ailleurs, on a trouvé, quelques années après sa mort, le pétrole à Hassim et Saoud, très exactement là où il avait dit qu'il était. Bien. Et donc, leur obsession, c'était ça. Et donc, ils ont aidé le FLN algérien, le MNA, le FLN, enfin tout le mouvement indépendantiste, avec l'idée de récupérer des concessions, comme ils avaient fait avec l'Arabie Saoudite, avec les pays arabes, détenteurs de pétrole, de l'Irak, etc. Et puis, le FLN n'a pas marché, a pas marché dans la combine. Ils ont vu que ils étaient jaloux de leur indépendance et ils ont vu que les Américains ne les aidaient que pour prendre pied chez eux. Et donc, les Américains sont cassés le nez sur le FLN qui a été patriote. C'était des patriotes algériens. Ils nuisaient aux intérêts de la France, mais enfin, ils avaient le droit d'être chez eux comme ils voulaient quand même. Et ils ont été patriotiques. Et ensuite, les Américains, pour nuire à De Gaulle, se sont tournés vers l'OAS. Et on a trouvé du plastique américain dans des caches de l'OAS qui ont été trouvées par la DST, par la police française après. Ils avaient pris en main un homme comme Bastien Thierry qui a organisé l'attentat du Petit Clamart, et qui d'ailleurs, lors de son procès, n'a pas voulu d'avocat, il s'est défendu lui-même. Et il a prononcé lui-même sa plaidoirie, et c'est un décalque absolu de la propagande américaine de l'époque. Il parle très peu de l'Algérie, il aurait pu développer ses arguments sur l'Algérie en disant « De Gaulle a trahi sa parole », enfin ce que disaient les gens de l'OS à l'époque, et ce que disaient beaucoup de militaires. Et beaucoup de pieds noirs, qu'on peut comprendre. Bon, non, il en a parlé, bien sûr, mais il a surtout parlé du fait que De Gaulle trahissait le camp occidental et était prêt à rejoindre le camp soviétique. Ça a été la plaidoirie de Bastien Thierry. Il était totalement pris en main. Or, Bastien Thierry, vous savez qui il était. C'était un ingénieur de talent, de grand talent, et c'était un ingénieur qui travaillait sur les missiles français. Et donc, on peut imaginer qu'il était un agent de renseignement américain. Donc voilà, les Américains n'avaient pas de stratégie globale, si ce n'est nuire à la France et à son indépendance, empêcher qu'elle devienne indépendante. Donc le plus gênant pour la France, c'était d'abord qu'elle perde l'Algérie, puis comme ça n'a pas marché, et que c'est nous qui avons donné l'indépendance à l'Algérie, ils ont soutenu ceux qui étaient opposés à l'indépendance, c'est-à-dire les partisans de l'Algérie française, les pieds noirs, et la frange la plus engagée des pieds noirs qui organisaient des attentats contre De Gaulle. D'accord. Et pour bondir un peu en avant, le général de Gaulle avait-il vu venir les troubles de mai 68 ? J'ai l'impression dans votre ouvrage que les espions du monde entier s'étaient en quelque sorte donné rendez-vous à Paris, chaque camp ayant son favori parmi les meneurs des manifestants, mais qu'ils avaient tous pour seul but de faire tomber le général. Si oui, s'était-il alors résigné à la fin de règne en cherchant la sortie la plus honorable par la voie du référendum sur les régions qu'il savait perdues d'avance ? Alors ça, c'est très difficile à dire. C'était l'idée de Malraux. Le Malraux prétendait... Moi, je pense qu'il avait raison. Je pense modérément qu'il avait raison, parce que j'ai pas d'avis, j'ai pas de religion définitive sur la question. La thèse de Malraux était que le référendum était un référendum suicide. Il savait que tout était perdu. Et puis d'autres vous diront que non, il avait vraiment envie de jouer une dernière carte, parce qu'il savait que le passif des 10 ans qu'il avait passé à l'Élysée, c'était sa politique sociale. Vous savez, De Gaulle est revenu au pouvoir à 67 ans, il n'a pas pu tout faire. Sa priorité, c'était, comme il disait, de rendre à la France ses mains libres, de reprendre notre indépendance. Comme il a dit, nous allons donner l'indépendance aux colonies, puis une fois que nous aurons donné l'indépendance à nos colonies, nous allons reprendre la nôtre. Pour lui, c'était la condition sine qua non. Il fallait arrêter de se ruiner dans des colonies
pour des gens qui voulaient être indépendants, ce qui comprenaient parfaitement, De Gaulle comprenait parfaitement que des colonies puissent... il n'était pas colonialiste, De Gaulle, du tout, hein, même avant-guerre. C'était quelqu'un qui avait pris des positions... il était plus clémenciste que ferriste dans une tradition française. Bref, donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, mais il savait qu'il y avait un passif et que ce passif, c'était sa politique sociale. Et que l'expansion économique formidable qu'il a insufflée, qu'il a contribué à insuffler, pas tout seul, parce qu'elle avait commencé avant lui, hein, mais qu'il avait contribué à insuffler, avait un passif et que ce passif était social. Et donc, moi, je crois que les deux sont vrais. Il a voulu essayer, mais peut-être savait-il qu'il ne réussirait pas. Sur mai 68, je crois que, pas plus De Gaulle qu'aucun de ses contemporains n'a vu venir les événements de mai 68. Vous lisez les mémoires de Michel Debré, qui était très proche de lui, qui sont passionnantes, notamment sa correspondance avec le général de Gaulle. Tout le monde est pris de court, De Gaulle le premier. Ne pensez pas que il y avait ayant tellement fait pour la France, la jeunesse se révolte. Ça, ils l'ont pas vu venir. Ça, c'est certain. Personne l'a vu venir. Bon, alors. Il y a une autre question dans votre question, c'est l'instrumentalisation de mai 68. Et là, il est certain que les Américains ont joué un rôle. Certains pensent que c'est la première révolution orange de l'histoire. C'est partiellement vrai. Mais là aussi, il faut penser de façon un peu complexe. La révolution de couleur, première révolution de couleur, vous voulez... De couleur. De couleur. Belgrade. C'est la révolution orange, c'est en oui, Ukraine absolument. Après. De couleurs, pardon. Enfin, l'orange est une couleur. Absolument. Et donc, c'est évident. Quand vous lisez les dépêches des ambassadeurs en poste à Paris à l'époque, vous voyez qu'ils suivent les événements de très près, qu'ils ont une grande tendresse pour un certain Daniel Cohn-Bendit, que le Centre culturel américain de la rue du Dragon le reçoit quasi quotidiennement. Ils ont beaucoup de sympathie. Voilà. Mais il ne faudrait pas donner dans ce qu'on appelle maintenant le complotisme. Je déteste ce mot-là parce que dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec la doxa officielle, on dit qu'il est complotiste. Mais c'est vrai qu'il y a des complotistes et qu'il ne faudrait pas penser que les Américains sont derrière mai 68, parce que mai 68 est un mouvement qui a recouvert le monde entier, l'Occident libéral, mais aussi une partie, aussi l'Europe de l'Est. Hein. Il y a eu des mouvements à Varsovie, je ne sais pas en Yougoslavie, mais je pense que personne n'a été exempt. Donc, il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas simplifier, mais ce qu'on peut dire, c'est que les Américains auraient bien aimé que De Gaulle quitte le pouvoir à ce moment-là. D'ailleurs, on voit des dépêches de l'ambassadeur américain à Johnson, où il dit « Mais ça y est, De Gaulle n'en a plus que pour quelque temps, surtout quand il disparaît à Baden-Baden. Pendant 2 jours, on ne sait pas où il est. En fait, c'est son dernier coup de maître psychologique, puisqu'il va revenir ensuite et il va... convoquer les Français dans la rue, ça sera la contre-manifestation du 30 mai, etc. Mais pendant 2 jours, il y a un flottement, et l'ambassadeur américain est persuadé que De Gaulle a pris la fuite, qu'il ne reviendra pas, et qu'on va avoir enfin des gens raisonnables au pouvoir. Alors ces gens raisonnables, pour les Américains, c'est François Mitterrand, qui passait son temps à l'ambassade des États-Unis, c'est Jean Le Canuet, qui avait fait campagne en 65 contre De Gaulle en disant qu'il fallait que la France devienne une petite, un décalque de l'Amérique, c'était Antoine Pinet. Enfin, il y avait des gens à droite et à gauche qui passaient leur temps à l'ambassade américaine, dont certains d'ailleurs touchaient de l'argent. Je donne d'ailleurs des exemples dans mon livre de gens qui étaient absolument stipendiés par les Américains, de la gauche à la droite. Hein, c'est tout à fait incroyable. Et il y avait à l'ambassade américaine, numéro 2 ou numéro 3, qui s'appelait Wells Stabler. Wells Stabler était chargé à l'ambassade des États-Unis d'entretenir, comme il dit, des rapports fiduciaires avec les hommes politiques français. Et donc, je vous dis, d'Antoine Pinet à François Mitterrand, ces gens défilaient et recevaient des enveloppes. Et Wells Stabler s'en est vanté. On peut dire beaucoup de choses des Américains, mais ils ont des archives très disponibles. Et puis surtout, ils ont, le département d'État, un centre d'histoire orale absolument formidable, qui est une mine dans laquelle on devrait puiser davantage. Donc le département d'État, depuis les années 80, a fait interroger par des historiens et des journalistes
des journalistes assistés par des historiens, plus exactement, tous les survivants du département d'État, tous les diplomates survivants depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, des gens qui ont connu Pearl Harbor, etc., qui ont influé sur la politique européenne dans les années 50, 60, et puis voilà. Et donc il y avait ce Wells Stabler, donc qui a été très important à l'ambassade des États-Unis, notamment du temps de Charles Bollen. Charles Bollen, qui était un ambassadeur, c'est celui qui est resté le plus longtemps sous De Gaulle, qui était de la famille d'ailleurs de Krupp von Bohlen, d'origine allemande. Et donc ce Stabler raconte officiellement qu'il était chargé de remettre des enveloppes. Et alors il disait, c'est quelqu'un, en fait, c'est pas moi. Moi je les recevais, puis il y avait quelqu'un de la CIA qui venait, il s'enfermait dans une pièce à côté, et il leur donnait des enveloppes. C'est tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Et donc, évidemment que les États-Unis auraient été intéressés au départ de De Gaulle en 1968 et qu'ils auraient été bien déçus quand il n'est pas parti. Mais il faut rendre hommage à un homme qui s'appelle Nixon, qui a été élu lui en novembre 68, qui est arrivé en janvier 69, et qui a reconnu beaucoup des erreurs qu'avaient fait les Américains avec De Gaulle. Et il y a eu avec De Gaulle vraiment un dialogue très très intéressant, mais on aurait pu imaginer si il était resté au pouvoir et si De Gaulle était resté au pouvoir que les rapports américains auraient pu changer. Bon. Et finalement, sa plus grande erreur n'a-t-elle pas été de démissionner du gouvernement provisoire en 1946 ? Car il faudra attendre 12 ans pour qu'il revienne, établisse la Ve République, lance les grands projets industriels et d'infrastructures qui font vivre la France encore aujourd'hui, et dont lui-même n'a pas pu voir l'aboutissement. 12 ans de perdu, ou avait-il jamais pensé à façonner un successeur, un héritier politique pendant son mandat ? Vous savez, vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est une erreur psychologique, certainement. Il n'était pas infaillible. Et on le sait, De Gaulle, quand il part en janvier 1946, est persuadé qu'il va être rappelé. Il ne pouvait pas penser à l'ingratitude qui serait celle des hommes politiques de la 4e République. Et puis il s'est trouvé en face de gens qui étaient comme les émigrés de 1815, dont on disait qu'ils étaient revenus, qu'ils n'avaient rien appris ni rien oublié, et donc qui ont voulu recommencer comme avant. Et 40 leur avait servi à rien, la chute de la Troisième République n'avait servi à rien, la restauration de la démocratie par De Gaulle n'avait servi à rien. Ils ont recommencé, ils ont créé un gouvernement totalement instable, enfin un régime totalement instable, qui était celui de la 4e République, et ils ont été trop contents que De Gaulle s'en aille, et surtout c'était la dernière chose à faire pour eux de penser à le rappeler. Et De Gaulle a été extrêmement étonné quand il a vu des gens qu'il avait servi fidèlement à Londres, hein, des gens comme Pleven, etc., comme des gens du MRP, du mouvement républicain populaire, des démocrates chrétiens, qui se disaient le parti de la résistance, et qui ont plongé dans ce que lui-même appelait les délices et les poisons de la 4e République. Là, il a beaucoup déchanté. Et la première chose qu'ont fait ces hommes-là quand ils ont pris le pouvoir, ça a été de l'empêcher de revenir au pouvoir. Et donc, dès lors qu'il avait quitté Matignon, voilà, il n'est jamais revenu. Il a fallu attendre la crise algérienne et 58. Ils ont tout fait pour l'empêcher. Ils ont tout fait. Donc De Gaulle a créé son RPF en 1945. Pas un parti, un rassemblement du peuple français, qui a gagné les élections municipales, qui a fait de 47, plus de 40% aux élections municipales de 47. Et puis, le régime, en 1951, a mis au point une chose absolument inique, qui était les apparentements. C'est-à-dire que tous les partis, y compris les plus opposés, pouvaient faire des listes communes au premier tour, dès lors qu'ils étaient pour s'opposer à De Gaulle, et ensuite, ils reprenaient leur place dans leur... Dès lors qu'ils s'opposaient à De Gaulle, pour barrer la route au RPF. Et donc, les apparentements ont fait que le RPF n'a pas gagné les législatives de 1951, alors qu'il aurait pu. Il est arrivé en tête à peu près partout, mais tous les suppôts du régime se sont mis d'accord pour lui barrer la route, et à partir de ce moment-là, c'était fini. Donc, lui pensait qu'il ne serait resté que 3 ou 4 ans dans l'opposition, il y est resté 12 ans. Jusqu'en 1958, il a fallu la catastrophe algérienne pour qu'il revienne.
Et encore, quand vous voyez les sondages de l'IFOP, de la Sofres en 1957, début 58, il n'y a que 4% des Français qui pensent que De Gaulle est encore une solution. Il est totalement oublié. Et il ressurgit à l'occasion des événements d'Algérie et du coup d'État militaire du fameux 13 mai 1958. Et alors l'héritier, il n'avait pas pensé non, on n'avait pas pensé à un héritier à ce moment-là, mais de toute façon, il n'y en avait pas. Il était là. On pense à un héritier quand on est à la fin de sa vie. Quand De Gaulle quitte le pouvoir en 1945, il a... en 1969. Ah non, on parle de quand là? Vous parliez de 45. Ah oui, non, après, d'accord. S'il avait prévu de Écoutez, il avait, alors en 69, il avait deux héritiers. Il avait un héritier de cœur qui était Michel Debré, et il avait un héritier de raison qui était Georges Pompidou. Seulement Debré était très impopulaire, et Pompidou s'est conduit de façon assez outrageante lors du référendum de 69, puisqu'il n'a pas fait une campagne très active en faveur du oui. Il a fait une campagne en faveur du oui, mais De Gaulle savait qu'il négociait avec les centristes pour les prendre dans son gouvernement. Et Pompidou, dès qu'il a pris le pouvoir, a ouvert. C'est la première tentative d'ouverture du gaullisme au centre, et à des gens qui avaient voté non, et qui étaient les pires ennemis de De Gaulle. Il fait rentrer les centristes, il fait rentrer le centre démocrate Duhamel, il fait rentrer Pleven, qui était l'homme de Jean Monnet, au gouvernement. Bon, ça pour De Gaulle, ça a été très dur. Ça a été très dur. Et donc, voilà, il avait préparé Pompidou, il a trouvé que Pompidou, d'après ce qu'on sait, parce que De Gaulle ne faisait pas de confidence, mais on peut imaginer qu'il a considéré que sa politique étrangère était bonne, mais voilà. Son héritier, il avait préparé Pompidou, il aimait beaucoup Michel Debré, mais il était impopulaire, il avait préparé Pompidou, c'était son héritier, mais il a été, ça ne savait pas faire parler les morts que de le dire, certainement très déçu par l'ouverture qu'a pratiquée Pompidou. Trahi. Donc, il l'aurait trahi. C'est un grand mot, mais voilà, on peut le dire comme ça. L'histoire des rapports entre De Gaulle et Tito, qui sont des rapports absolument inexistants, car il faut savoir que De Gaulle n'est jamais allé en Yougoslavie et ne voulait pas y aller. Pour plein de raisons, mais je crois que la principale des raisons s'explique par le sort qui a été fait à Mihailović. Donc j'ai dit qu'il était vraiment, il le considérait comme son homologue serbe. Comme il l'appelait, il disait... Son alter ego, peut-être. Pardon ? Son alter ego, peut-être. Son alter ego, absolument. Et donc, le sort qui a été réservé à Mihailović par Tito, ça a beaucoup pesé dans les rapports avec la Yougoslavie. Et donc, il a eu de bons rapports avec la Yougoslavie d'État à État, mais il n'a jamais voulu aller à Belgrade. À la fin des années de Gaulle, une visite a plus ou moins été préparée, qui aurait dû avoir lieu fin 70 ou peut-être 71, mais on ne sait même pas si De Gaulle avait donné son accord définitif. Ce qu'on sait en revanche, c'est une anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'a été racontée par un diplomate plus que capé, c'est que Tito voulait tellement avoir De Gaulle à Belgrade qu'il avait fait construire un lit à sa taille, donc un lit de près de 2 mètres pour recevoir le général De Gaulle. Mais De Gaulle n'était pas du tout chaud pour aller à Belgrade et il pensait beaucoup au sort réservé à Mihailović. Alors pour finir, je voudrais vous parler 3 minutes d'un livre absolument formidable que je viens de lire, qui s'appelle Tragic Pack 1944, c'est de Miloslav Samardžić, et ça raconte le bombardement de Belgrade par les Alliés, donc au printemps de 1944, bombardement qui a fait beaucoup plus de victimes, qui a été beaucoup plus violent et plus inhumain encore que le bombardement par les Allemands de Belgrade lorsqu'ils ont envahi la Yougoslavie au printemps 1941. Et ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que, ce que j'ai appris en tout cas moi, ce que j'ignorais, c'est que c'est Tito qui avait indiqué aux Alliés Belgrade comme cible, alors que le général Mihailović avait expliqué aux Alliés qu'il y avait d'autres cibles prioritaires qui étaient des cibles allemandes. Or, à Belgrade, il y avait essentiellement des partisans du général Mihailović. Ça jette une lumière crue sur le jeu qui a été celui des Alliés, et en particulier des Anglais, des Américains, mais surtout des Anglais vis-à-vis de la Yougoslavie et de l'ensemble d'ailleurs de l'Europe de
de l'Est. Car vous savez que si l'Europe de l'Est a été abandonnée à Staline, ça a été en partie à cause des Britanniques et à cause de Churchill. Et donc c'est un livre qui, outre la question purement serbe et yougoslave, jette une lumière crue sur la stratégie qui a été celle des Alliés et de Churchill en particulier vis-à-vis des Soviétiques. Churchill était prêt à tout lâcher, et d'ailleurs il l'a fait aux Soviétiques pour garder le contrôle sur la Grèce, parce que la Grèce était pour les Anglais la façade sur la Méditerranée orientale. Et on dit souvent que c'est Roosevelt qui a tout lâché à Staline à Yalta en février 1945, c'est partiellement vrai, mais c'est également partiellement faux, car c'est en fait à Moscou en octobre 1944 que tout s'est décidé, quand il y a eu entre Staline et Churchill la fameuse négociation dite des pourcentages, c'est-à-dire que les Anglais ont dit aux Soviétiques, voilà, vous aurez 100% là, 90% là, etc., mais nous on veut 100% en Grèce. Et Staline, évidemment, était tout à fait d'accord avec ça, puisqu'il a tout récupéré, sauf la Grèce qui est restée aux Anglais, et c'est pour ça que la stratégie qui est racontée dans ce livre, s'agissant de la Serbie, elle illustre vraiment ça. Novo, 5 knjiga Miloslava Samardžića sa velikim popustom. U kompletu su sledeće knjige. Prva, Draža, život i legenda. Biografija jednog od najznamenitijih Srba 20. veka. Zašto se i danas skrivaju velike pobede Dražinih četnika? Draža kao nacionalni lider. Dražin put od junaka zapadnog sveta do sukoba sa zapadom. Druga knjiga u ponudi. Bosanska Golgota 1944-45. Sudbina 50.000 četnika iz Srbije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Njihove poslednje velike bitke protiv partizana i ustaša. Sudbine komandanata i civila. Treća knjiga. Ravnogorke. Knjiga o jednoj od najmasovnijih ženskih organizacija u srpskoj istoriji ratovanja. Četvrta knjiga. Vojvoda Đujić i Dinarska četnička divizija. Biografija proslavljenog četničkog komandanta i istorijat njegove jedinice. Peta knjiga. Roman Borački krš. Sudbina dve srpske porodice u vihoru Drugog svetskog rata. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 3.800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2.800 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, Falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi. Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi. Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga. Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi. Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2.800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Miloslav Samardžić, general Draža Mihajlović i opšta istorija četničkog pokreta. 5 knjiga sa popustom. Najobimniji rad o generalu Draži i Drugom svetskom ratu na našem tlu. Knjige imaju 3700 strana u tvrdom povezu većeg formata. Sadrže 8000 fusnota s pozivom na četnička, nemačka, partizanska i druga dokumenta. Sadrže i 400 odabranih fotografija koje prate događaje. U 5 knjiga obrađene su borbe četnika protiv svih neprijatelja, kao i politička pozadina događaja. Princip autora bio je: nema preskakanja spornih tema. Sve mora da se objavi. Izvod iz recenzije istoričara Aleksandra Dinčića.
Vrednost Samardžićevog rada leži u činjenici da je primenio jedan novi, istoriografski najpoželjniji vid pisanja, da dokumenta sama govore. Jednom rečju, prava vojna istorija. Cena kompleta sa popustom 8.800 dinara. Cena za prvi, drugi i treći tom posebno po 2.200 dinara. Cena za četvrti i peti tom posebno po 2.800 dinara. Poručbine preko telefona ili Vibera 064 188 0990 ili na mail pogledi@gmail.com. Plaćanje poštaru prilikom preuzimanja knjiga. Poštarina uključena u cenu. 4 knjige izdavačke kuće Pogledi za samo 2.700 dinara. Prva knjiga, Miloslav Samardžić, Srbi protiv Wehrmachta, nepoznata nemačka dokumenta. Knjiga je napisana na osnovu dokumenata koja je autor nabavio u Bundesarhivu. Dokumenta su objavljena samo u ovoj knjizi. U jesen 1943. Nemci su iz dana u dan beležili kako su ih četnici pobeđivali na pravcu Višegrad-Sarajevo. Ekskluzivna dokumentovana priča o najvećoj operaciji protiv sila osovine van glavnih frontova u Evropi. Druga knjiga, Miloslav Samardžić, Krvavi Vaskrs 1944. Saveznička bombardovanja srpskih gradova. Zašto su saveznici bombardovali centralne zone srpskih gradova po tepih sistemu, dok su u gradovima na zapadu Jugoslavije gađali vojne objekte na periferiji? Treća knjiga, Predrag D. Ivanović, Ko su Ljotićevci? Jedna od najvažnijih knjiga srpske emigracije iz pera predratnog beogradskog pravnika. Četvrta knjiga, Vladimir Đorđević, Krvavi Božić. Istinita priča o stradanju srpskog naroda 1945. godine. Po motivima ove knjige ekranizovana je istoimena drama. Sve 4 knjige možete poručiti za samo 2.700 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.